que, alors là, il parle de l'autogarde parce que c'est une mauvaise traduction, mais c'est le self-custody, hein, le fait de détenir vos clés privées à titre personnel et puis sur une ledger, sur un trésor ou peu importe. Et pourquoi ça, c'est important et pourquoi ça, c'est le fondement de base de la crypto et que si on n'avait pas le self-custody, si on avait inventé le Bitcoin et tout ce qu'on a à l'heure actuelle, mais que vous ne pouviez pas le détenir en nom propre, pourquoi en fait la crypto n'aurait strictement aucun intérêt? Je ne sais pas si tu veux rebondir sur ça, Théo. Oh oui, j'ai bien envie de rebondir, oui. Ah. Bah après, c'est vrai que c'est un peu fatigant, mais franchement, c'est même délétère quand t'entends des mecs comme Saylor dire ça. Et encore une fois, on l'a dit plein de fois, mais les stratégies de ces mecs-là, bien évidemment que ça n'a rien à voir avec les stratégies du mec commun. Et effectivement, après, bon, c'est un petit spoiler par rapport à ce qui arrive, mais sur le rapport, on va parler de custody pour les institutionnels et pour ceux qui ont énormément de Bitcoin, ce qui est le cas de Michael Saylor. Et bien évidemment, on n'est pas dans le même cas que lui. Enfin, lui, potentiellement, je suis sûr qu'il se renseigne très fortement sur les solutions de garde institutionnelles et les choses comme ça, parce qu'il a tellement, enfin, je ne sais plus combien ils ont en trésorerie, plusieurs milliards de Bitcoin en trésorerie. Donc, bien évidemment, il n'a pas une ledger dans son tiroir sur son bureau avec tous les fonds de l'entreprise là-dessus. Donc, bien évidemment, qu'il est obligé de passer par du stockage institutionnel, même plus élaboré que le multisig. On verra dans le rapport. Mais dans tous les cas, il n'est pas à protéger ses cryptos avec sa clé privée, perso. Et donc, bien évidemment, il n'est pas dans la même situation que vous et moi. Et c'est vrai que ça me fait un peu rire qu'il soit autant dans l'extrême et rappeler quand même que c'était un peu la base de la crypto, c'est-à-dire détenir ses fonds en propre. Quand on lit le white paper Bitcoin, c'est dit clairement. Et après, il y a plein de visions qui sont un petit peu en opposition par rapport à ça, mais dans l'idée, tout le monde était plus ou moins d'accord sur le fait de dire que l'innovation, c'était vraiment d'avoir ces fonds en propre et de pouvoir faire des transferts internationaux rapidement et sans frais, sans tiers de confiance. Et là, le problème, c'est qu'on est en train de remettre des tiers de confiance partout et qu'il y a les plateformes, les exchanges, et même ce qu'on verra un petit peu après, au final, le fait qu'il y ait le développement de ces exchanges et des wallets custody, au final, ça vient complètement à l'encontre de l'esprit initial de la crypto. Alors certes, pour l'adoption et pour le prix, ça peut être quelque chose de positif, mais en termes d'idéologie et de ce que rendait possible et ce que rend possible la technologie, si on passe que par du custody fait par des plateformes centralisées, des institutionnels, des banques ou autres, on aura loupé quand même un gros truc au niveau technologique et ce que ça rendait possible au début, quoi. Alors certes, au niveau du prix, ça sera peut-être positif en termes d'investissement, mais en termes d'outils de liberté, on sera quand même passé à côté d'un gros truc, quoi. Ouais, et puis pourquoi en fait Saylor dit ça aussi? C'est ce que j'ai expliqué mercredi, tu vois. Mais pourquoi ce mec il dit ça? Parce qu'en fait, il avait même fait une interview avec Saif Dinamous, celui qui a créé le livre Étalon Bitcoin, où il expliquait sa stratégie. En fait, aujourd'hui, Saylor, avec son entreprise, et je ne sais pas s'il fait ça à titre personnel, mais en fait, il prête aujourd'hui ses bitcoins à des institutions, en échange d'un taux d'intérêt, évidemment. Donc, il bosse, en fait, aujourd'hui, avec ces institutions-là. Donc, il a tout intérêt, aujourd'hui, dans ce qu'il fait, de dire aux gens, vous devez faire confiance aux banques, regardez, parce que c'est ce que moi, je fais. Si derrière, il commence à dire aux gens, euh, aujourd'hui, le self-custody, c'est super important. Moi, ce que je fais, vous ne devez pas le faire et tout. Il peut peut-être se mettre en porte-à-faux avec des partenaires avec lesquels aujourd'hui il travaille, en fait. Tu vois. Mais la stratégie de Michael Saylor, c'est la stratégie d'un multimilliardaire qui n'a rien à voir avec la stratégie aujourd'hui qui est proposée ou que vous devez avoir à titre personnel en tant que particulier. Il joue absolument pas, mais absolument pas le même jeu que 99,999% des gens. Et même sur tout ce qu'il dit, tu vois, c'est ça un peu que je reproche à beaucoup de personnes. C'est qu'à partir du moment où tu as quelqu'un qui va aller dans leur schéma narratif comme Saylor, tu vois, de dire il est bullish sur le Bitcoin, ah bah tiens, je vais écouter tout ce qu'il dit et je vais prendre pour argent comptant tout ce que cette personne-là va dire. Mais non, justement, l'intérêt aussi de la crypto et du Bitcoin, c'est que tu dois pas, tu vois, aujourd'hui, Satoshi Nakamoto, le dernier documentaire qu'on avait eu avec HBO, là, c'était de révéler la tête ou le profil de Satoshi Nakamoto. Finalement, ça a été éclaté au sol parce qu'il n'y a pas eu vraiment il y a des profils. On se dit, tiens, c'est peut-être lui, c'est peut-être ces personnes-là, mais aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui aujourd'hui est ou sont Satoshi Nakamoto. Et pour moi, il y a un intérêt à ce que ça reste comme ça. Parce que Bitcoin, en fait, n'est pas détenu ou n'est pas représenté par Satoshi Nakamoto. C'est une invention aujourd'hui qui ne lui appartient plus. C'est détenu par la communauté. On est tous Bitcoin, on fait tous partie de ce truc-là. Et je pense que on a tous un intérêt de
en fait, il n'y a pas une personne à proprement parler, même si ça peut être débattu, parce que j'ai vu la tête que tu as fait avec Adam Back. On peut parler de toutes ces choses-là, tu vois, avec ce qui s'est passé, même avec le livre de Roger Ver que je vous invite à lire, qui va vous expliquer un peu l'historique de Bitcoin et comment ils ont fait pour hijacker le Bitcoin et puis le détourner un petit peu de sa valeur et de ce pourquoi il a été créé. Et globalement, je veux dire, tu vois, que tu aies 500 000 Bitcoins, que tu en aies 300, que tu en aies 1 ou que tu en aies 0,1, normalement, le système est fait pour que tu n'aies pas plus de pouvoir. Tu vois, un Max Kaiser ou un monsieur, madame, tout le monde n'est pas censé avoir un pouvoir d'influence sur les prises de décision qui sont effectuées sur le Bitcoin. Même ça, par rapport au montant détenu, normalement, c'est le cas. Après, on peut se dire, OK, le mec qui a 300 000 ou 1 million de Bitcoin, forcément, il va avoir un impact sur le marché parce qu'il peut faire peur avec les mouvements de liquidité ou ce que tu veux. Mais en tout cas, il n'y aura pas, comme sur les mécanismes de proof of stake, des prises de décision qui peuvent être influencées par les montants de crypto que tu détiens. Et moi, ce que je reproche un petit peu là-dessus, c'est quand tu as un peu une tête de gondole ou quelqu'un qu'on va mettre en avant. Le cycle précédent, c'était Plan B, tu vois, qu'on avait mis en avant avec le stock to flow, où ce mec, c'était la parole d'évangile parce qu'il avait créé un modèle qui avait très bien fonctionné avant. Et puis, au final, on s'est rendu compte que lors du cycle précédent, son modèle fonctionnait plus parce que tous les modèles fonctionnent jusqu'au moment où ils ne fonctionnent plus. Après, il l'a réajusté en disant mais non, mais en fait, c'est bon, maintenant, ça collera bien. Donc, tout le monde croyait en fait son modèle parce que ça avait fonctionné jusqu'à maintenant. Et en fait, j'ai l'impression de revoir un peu la même chose avec Michael Saylor qui t'a fait des prédictions abusées lors de sa dernière conférence, tu sais, Surfing Bitcoin, là, où tu avais tous les Bitcoin Maxi, où le mec, il te fait plusieurs scénarios. Il te dit le bearish scénario, c'est plusieurs millions pour le Bitcoin, je ne sais plus combien c'était, et le bullish scénario, c'était 45 millions, tu sais, pour le Bitcoin. Et en fait, ces mecs-là, après, vont le prendre pour argent comptant ce que ce mec va dire parce que il achète du Bitcoin et donc il est dans notre clan. Mais non, il a un intérêt à vous faire croire aussi d'une certaine manière, même s'il en est convaincu, tu vois, c'est peut-être même pas non plus conscient. Mais parce qu'il peut être convaincu de ce truc-là, c'est pas, pas forcément dire qu'il aura raison. Il y a plein de conneries que Saylor a dit, tu vois. Au top, il te dit de vendre ta maison pour acheter avec un effet de levier du Bitcoin parce que lui, il le faisait et il a emmené plein de mecs, tu vois, à sa perte. En 2013, il disait que le Bitcoin, c'était pourri, que ça allait se terminer comme l'industrie du jeu vidéo pour après. Alors, il n'achetait pas du Bitcoin à 100 balles, mais il a FOMO quand ça valait plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc voilà, en fait, tu vois, il y a un peu ce truc-là que je n'aime pas, c'est le culte de la personnalité qu'on a énormément sur les réseaux sociaux et dont ces gens, après, quand ils ont une notoriété, quand ils ont une communauté, quand ils ont de l'influence, peuvent l'utiliser non pas pour le bien-être et le développement même du projet dans lequel ils sont placés, mais pour soutenir des intérêts personnels, quitte à ce que ça aille contre l'intérêt général. Et c'est ça, en fait, que j'ai du mal. Après, le nombre et le montant de Bitcoin que tu vas détenir, le fonctionnement du protocole tel que c'est aujourd'hui, principalement sur Bitcoin, normalement, c'est ne pas censé et ça n'a pas d'influence sur les prises de décision. Voilà. On pourra être amené à débattre sur ce sujet-là parce qu'il y a quand même pas mal de choses à savoir, tout comme le fait que le Bitcoin soit capé à 21 millions. La réalité, c'est que ça peut aussi être changé. Voilà, tout n'est pas immuable autant qu'on pourrait le penser. Mais c'est un peu ce truc, moi, qui m'exaspère un peu avec des personnes comme lui qui, en fait, jouent plus du tout le même jeu que la grosse majorité des personnes qui le suivent à l'heure actuelle. En fait. Ben, on en a déjà parlé plein de fois sur la chaîne, donc on peut aller jeter un coup d'œil sur les replays, sur le culte de la personnalité. Je pense que par mots-clés, vous pouvez trouver les vidéos et aussi peut-être pour terminer avant de passer à la suite. Et c'est un des points par rapport à ça où les mecs ils disent toujours moi j'ai quasiment toute ma net worth en crypto, j'ai vendu plein de trucs, j'ai quasiment plus rien dans le reste. Sauf que le quasiment plus rien, c'est peut-être quelques millions. Tu vois, ils ont peut-être des montres, des Rolex, 2-3 villas, des belles voitures. Et pour eux, c'est quasiment peanuts parce qu'ils disent ouais, effectivement, ils ont peut-être 90% de leur net worth ou 95% en crypto parce qu'ils ont plusieurs centaines de millions, voire des milliards. Mais au final, quasiment rien à côté, ça représente le made it pour nous, tu vois. Donc, il y a aussi le mec qui dit non, hypothèque ta maison, mets tout en crypto. Toi, pour toi, ça veut peut-être dire garder 500 balles sur ton compte et tout le reste en crypto. Pour lui, ça veut quand même dire avoir des actifs que toi, tu considérerais comme avoir made it, voire plus, quoi. Donc, deux poids, deux mesures, encore une fois. Mais quand il fait des trucs, ouais, on joue pas du tout le même jeu. Et comme tu l'as dit, il a peut-être intérêt aussi parce que lui, il est dedans jusqu'au cou. Alors pour l'instant,
il en profite de plusieurs milliards, hein, parce qu'il en a quand même beaucoup. Mais évidemment que maintenant, vu la situation dans laquelle il est, au niveau perso et au niveau de sa boîte, maintenant, il est obligé d'y aller à fond, quoi. Donc forcément, il va pas être mesuré, il va pas dire oui, non, mais peut-être que effectivement, il y a un peu de risque. Et maintenant, il est obligé de dire non, mais ça va pumper, moi j'y crois fort, regardez ce que je fais. Donc bon, Mais il y d'autant plus a qu'il le fait en plus avec des effets de levier. Mais tu vois, ça me fait rire, ces ouais, mecs qui te disent faut faire confiance au gouvernement. Tous ces mecs-là, c'est ces mêmes personnes qui, pour moi, soit par démagogie, vont pas te sortir certains événements historiques qui te montrent qu'il faut pas faire confiance justement au gouvernement, aux États, aux banques. Et je vais donner un exemple concret, hein. Aux États-Unis, vous aviez la possibilité de détenir de l'or et le 30 janvier 1934, c'est rendu illégal pour les particuliers. Vous étiez obligé de rendre votre or au gouvernement et ça s'appelle l'Executive Order 6102. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Et donc, c'était rendu illégal, vraiment. Il y a une loi qui a été sortie en disant aux gens, ça a été signé le 5 avril 1933 et ça a été mis en place avec le Gold Reserve Act qui a été mis en place le 30 janvier 1934, vous pouvez vérifier, où c'était rendu illégal pour les particuliers de détenir de l'or. Et si vous en aviez chez vous, parce que vous en aviez acheté pour vous protéger de l'inflation, parce que voilà, vous vous dites, OK, c'est bien gentil le dollar, mais bon, j'ai quand même envie d'avoir de l'or ou de la réserve de valeur. Non, du jour au lendemain, on le rend illégal et vous êtes obligé de le rendre. Et on a vu ce que ça a donné. On a vu ce que ça a donné. et puis surtout là aussi, je me permets de rebondir parce que justement, pas plus tard que hier, dans l'avion, j'étais en train de lire le livre Broken Money de Lynn Alden. Je le lis petit à petit de temps en temps. Et justement, elle parlait des cycles longs de la dette, c'est-à-dire que tu as des cycles courts, des cycles d'expansion de la base monétaire qui amènent de l'inflation, qui amènent voilà, de la dette. Elle parlait aussi de l'exponentialité de la dette, c'est-à-dire que nous, on pense souvent en linéaire, mais la dette, comme les intérêts, se compose. Il y a, il y a le compounding, donc de la même manière que les intérêts, ouais, Décomposé. ouais, au final, c'est une manière exponentielle, et nous, du coup, on arrive sur une manière exponentielle. Et en fait, ce qu'elle expliquait justement, c'est par rapport aux restrictions, de ce que tu viens d'évoquer de l'or aux États-Unis. Mais quand on arrive sur des niveaux de dette extrêmes sur des cycles, au final, ça a toujours existé. Pareil dans les années 1930, justement, quand la détention de l'or avait été interdite. Au final, ça s'inscrit dans une mouvance plus large qui est quand on arrive sur des niveaux de dette tels comme ce qu'on peut avoir, par exemple, en France en ce moment, tu as une fiscalité qui augmente très fortement avec des lois qui passent pour éviter que les gens aillent sur des actifs, des hard assets ou semi-hard assets, c'est-à-dire des actifs qui ne sont pas autant soumis à l'inflation que le fiat. Donc là, c'est ce qu'on est en train de voir. Et avec des mesures voilà, pour éviter de sortir du système. En fait, ils font tout pour que les gens restent en fiat et pour pouvoir, au final, parce que la dette, elle est très souvent alors, defaulted on, je ne sais pas comment le traduire, mais en fait, ils font défaut de manière partielle sur la dette avec l'inflation. Donc, au final, ils ont tout intérêt à ce que les gens restent en fiat pour pouvoir récupérer cette valeur-là et pour voilà, et du coup, bon, pour finir là-dessus, il y a des lois qui arrivent au niveau fiscal et pour empêcher les gens d'acheter des assets qui sont plus résistants à l'inflation. Et c'est concrètement ce qu'on vient de voir, ce qu'on est en train de voir en ce moment. Au final, il y a une dette incroyable et on voit des mesures fiscales qui vont dans ce sens-là. Mais si on regarde un petit peu l'histoire, ça s'est déjà passé, notamment avec le crash des années 30, hein, Ouais. la fameuse crise. C'était exactement ce qui s'est passé avec des moyens différents parce que il n'y avait pas les mêmes types d'actifs. C'était pas exactement la même configuration. Par contre, quand on arrive en fin de cycle de dette, quand la dette explose et de manière, voilà, chaque année, on prend des dizaines de milliards, d'un coup, on ne sait pas d'où ça vient et ça augmente fortement. Et il faut s'attendre à encore plus de pression fiscale et encore plus de contrôle et de contrôle de personnes voilà, pour éviter que ça aille encore plus vite l'effondrement. Mais en fait, historiquement, ça s'est toujours passé. Et il y a des mesures voilà, de s'échapper de la dette. Et d'une manière ou d'une autre, ils arriveront à réduire la dette, mais il va y avoir de la casse. Et il y aura des mesures qui sont en train de prendre en place actuellement, mais c'est bien de le voir dans un cycle qu'au final, c'est comme les cycles de Bitcoin, mais là, on parle de cycles peut-être de 80, 100, 200 ans, cycle de la dette qui arrive dans une phase exponentielle et où on va voir des choses qui sont déjà produites par le passé. Donc au final, ça fait chier parce ça nous tombe sur la gueule, voilà, ça tombe sur nous, mais c'est pas
C'est pas Pas la quelque première chose fois que ça arrive. d'inespéré. Ouais, c'est pas inespéré et même voilà, ça continuera parce qu'ils n'ont pas le choix au final. Quand tu regardes un peu les incentives, il y avait pas d'autre choix et au final, c'est quelque chose qui va se reproduire. Voilà, c'est des cycles comme le reste qui sont beaucoup plus longs et du coup, ben, ça peut croître pendant plus longtemps et quand ça te tombe dessus, ça fait mal, quoi. Et nous, on arrive sur le moment où ça va faire mal, quoi. P2R qui dit: «À mon avis, l'adoption va mener à une grande centralisation. Les seuls à garder des BTC sur clé, ça va être les personnes sur ce live et deux trois geeks». Je sais pas. Ça franchement, j'ai pas de vision là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui détiennent leur crypto en clé privée que l'inverse, si tu prends en termes de proportion parce que, voilà, on a eu quand même un schéma d'adoption, assez spécifique, en crypto. Après, quand on aura la majorité, de la population qui sera en crypto comme ce qu'on a aujourd'hui avec internet, heu, peut-être que ça sera plus le cas, quoi. Voilà. Est-ce que les gens auront, vraiment leur clé privée avec leur ledger, leur machin ou est-ce que ça sera tout déposé, sur des plateformes centralisées? On verra. Mais c'est sûr que dans tous les cas, tous les actifs, il y a une forme de centralisation, quoi, d'une manière ou d'une autre. Pas forcément une centralisation avec le consensus, même si ça existe d'une certaine manière aussi, et y compris en crypto, mais une centralisation de la supply, ça c'est clair. Ça c'est clair. Tu as beau te dire, et ça c'est un peu les utopistes, les mecs qui te disent, tu as 21 millions de bitcoins, on est plusieurs milliards, on est plus de 8 milliards dans le monde, tu prends le nombre de bitcoins, tu donnes la même moitié, enfin la même quantité de bitcoin à tous les habitants sur la planète, tu reviens 5 ans après, tu en as énormément qui l'ont vendu parce qu'ils n'y voient pas l'intérêt, et tu en as qui ont acheté le reste, et donc de facto, tu te retrouves avec une minorité de personnes qui détiendront une majorité de la supply, et puis beaucoup qui auront plus rien parce que c'est un côté un peu de perception de valeur, en fait. Ça a toujours fonctionné comme ça, avec le dollar, avec l'immobilier, avec les actions, avec l'or, en fait, avec tout ce qui existe, les matières premières, l'agriculture, voilà, ça a toujours fonctionné comme ça, et c'est pas forcément une mauvaise chose en soi, je pense, même s'il y a des dérives, comme de partout. C'est pas une mauvaise chose en soi, puisque dans le cas des actifs et vraiment dans le cas, par exemple, du Bitcoin, etc., aujourd'hui, Satoshi détient plus d'1 million de Bitcoin. C'est des cryptos jusqu'à présent qui n'ont pas bougé et qui n'ont pas encore été vendus. Est-ce que ça le sera plus tard? On n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est une partie de la circulating supply qui a été mis de côté et qui n'a pas été ajoutée à la pression vendeuse. Donc, c'est pas forcément que ça qui a permis d'avoir une croissance du cours. Mais cette centralisation de la supply, si c'est entre les mains de baleines qui n'ont pas d'incentive à vendre, voire même de racheter de ce projet-là, bah, au final, c'est une pression vendeuse qu'on n'a pas et donc on se retrouve sur des actifs qui ont des belles performances. Et on le voit de partout sur des classes d'actifs même plus traditionnelles comme la bourse. Au départ, vous avez des créateurs et des fondateurs d'entreprises, que ce soit chez Apple, que ce soit chez Microsoft, que ce soit donc oui, Amazon, ça peut être Facebook ou ce que vous voulez. Les fondateurs, au départ, ont une grosse partie, une majorité de l'equity, donc des parts de l'entreprise. Et puis après, bon, ils vont faire des levées de fonds, donc ils vont se faire diluer au fur et à mesure. Mais c'est souvent des personnes qui croient énormément à la croissance, au développement de leur entreprise et qui n'ont pas d'intérêt à le vendre. Qui, à part le fondateur du projet, euh, s'il est sérieux, encore une fois, parce qu'en crypto, tu as pareil, tu as plein de dérives avec des mecs qui créent un projet et qui le dumpent, mais qui, à part le fondateur du projet, va être le plus capable de détenir cette crypto après même une volatilité extrême, surtout si cette personne-là a déjà eu des succès avant et n'a pas d'intérêt à vendre parce qu'il a déjà tout l'argent en fait qu'il souhaite. Tu vois? La plupart des particuliers, la plupart des retail qui sont là, à partir du moment où ils ont atteint un certain seuil, ils vendent leur crypto-monnaie, donc pression vendeuse, pour acheter une voiture, pour partir en vacances, pour s'acheter une maison, et cetera. Si vous êtes, à côté de quelqu'un comme par exemple Warren Buffett, hein, qui a une grosse partie de son fonds, Berkshire Hathaway, il est multimilliardaire, en plus-value latente aussi, parce que c'est pas de la valeur liquide, mais il n'a pas d'incentive aujourd'hui à vendre toutes ses parts. Il est en fin de vie à l'heure actuelle, tu vois. Donc, qui, à part lui, a plus d'intérêt à faire en sorte que son truc se développe pour rémunérer les investisseurs qui lui ont fait confiance? Tu donnes cette même valorisation à un retail, voire même un millième de cette valorisation à un retail, il ne va pas attendre une minute pour tout vendre, tu vois. Et donc, c'est la centralisation du réseau. Oui, c'est mauvais parce qu'il y a tout un tas de problèmes qu'on a déjà évoqués avec vous. La centralisation de la supply, ça peut être mauvais si c'est entre de mauvaises mains, mais pas forcément si c'est entre les mains de personnes qui n'ont pas d'incentive à vendre, voire même à garder et à racheter de leur propre projet, quoi. Et ça, c'est valable en crypto et partout ailleurs. Ouais, Après, après, oui, ouais, ouais, vas-y. 2 petits points là-dessus, notamment en termes de centralisation. C'est une des manières de hijacker au final la crypto, hein. C'est-à-dire que, OK,
Maintenant, on ne peut plus l'arrêter. OK, très bien, le BTC. Par contre, si tout le monde est obligé de se KYC et de passer par des plateformes centralisées comme le souhaite notre cher Michael Saylor, au final, alors oui, le protocole est décentralisé. Par contre, tous les avoirs et la plupart des actifs et des BTC seraient détenus sur des plateformes centralisées. Du coup, tu rends ta clé privée, donc ta clé privée ne t'appartient pas, elle appartient à cette entreprise. Et une entreprise, ça a un siège social, ça a des dirigeants, c'est situé dans un pays, donc soumis à une juridiction, donc soumis à un État. Et donc, ben voilà, si on a toutes les cryptos qui sont sur des plateformes centralisées et non pas sur des clés privées, donc dans les mains des utilisateurs, c'est une manière de contrôler Bitcoin, hein, tout simplement, parce que tu contrôles les entreprises qui contrôlent le Bitcoin. Alors, c'est un peu détourné, mais c'est une manière d'hijacker un petit peu le but de tout ça. Et après, j'ai envie de dire, il y a aussi, parce que pour l'instant, très certainement, oui, centralisation, les mecs laissent l'argent sur les plateformes. Après, il y a un peu d'espoir, notamment avec l'account abstraction. Donc, c'est le fait de ne pas forcément avoir besoin d'une clé privée pour gérer ton portefeuille crypto. Donc, c'est un des domaines techniques qui se développe. C'est par exemple faire du social proof, c'est-à-dire utiliser des réseaux sociaux ou des mails ou ce genre de choses pour créer des comptes crypto. Donc, c'est pas encore hyper développé, mais ça se développe un petit peu. Et justement, pour enlever cette friction de devoir gérer sa clé privée, ses 12 mots en papier, en physique, machin, parce que c'est vrai que pour la plupart des gens, ça les rebute. Ils trouvent ça compliqué. Qu'est-ce qui va se passer? Ils n'ont pas l'habitude de devoir gérer leur propre argent. Et du coup, si on arrive, moi potentiellement, c'est juste quelque chose que je mets comme ça, comme point de réflexion. S'il y a une vraie application, un portefeuille qui se développe avec de la compte abstraction qui soit facile à mettre en place, on pourrait retourner vers un petit peu plus de décentralisation, mais il faut que ça soit viable techniquement et que ça soit vraiment plus facile et que ça soit quelque chose, en final, comme créer un compte sur un réseau social, tu as besoin de mettre ton mail. Après, le problème sur des choses comme Gmail, où c'est un compte Google, tu es quand même KYC parce que tu as ton numéro de téléphone. Mais potentiellement, s'il y a du social proof avec je sais pas, d'autres types de mails qui sont pas KYC, tu pourrais avoir un portefeuille qui ne soit pas dépendant d'une clé privée que tu dois gérer, même avec du multisig, type Argent X, hein, qui propose de faire du multisig avec des comptes, voilà, comme ça, des clés privées, mais aussi des mails, par exemple. Et on pourra retrouver un peu de souveraineté si c'est plus facile pour les gens de créer un portefeuille crypto qui ne soit pas avec noter des clés privées, noter des mots, des choses comme ça. Et c'est un peu c'est un thème d'innovation. Il y a des entreprises qui travaillent dessus, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas un produit qui a émergé qui permet de changer complètement la donne, même si c'est intéressant à suivre à côté, quoi.